Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir Olivier. Bonsoir à chacun, à chacune. Bienvenue pour cette conférence. Comment une société plus subsidiaire peut-elle nous sortir de la crise? C'est une conférence mensuelle. Nous sommes aussi très heureux de la reprendre, puisque l'été a été un petit peu long. Donc, juste vous rappeler que vous êtes tous et toutes mutés. Ceci est volontaire et vous pouvez intervenir à travers le chat, c'est-à-dire tout en bas sur votre droite. Voilà, bienvenue. On va laisser un petit peu, nous avons déjà pas mal de personnes qui toquent à la porte, donc il y a le périphérique qui est un peu congestionné, donc les gens rentrent petit à petit. Voilà, bienvenue. Nous sommes jeudi 15. Très heureux de vous accueillir pour cette conférence dans le cadre de l'IEPM. Simplement vous dire que vous êtes toutes et tous mutés. Vous pourrez réagir à travers le chat face aux propos qui seront émis par M. François-Xavier Bellamy, député européen. Donc, cette conférence va se dérouler en 3 temps. Le premier temps avec la présentation de l'orateur, donc son intervention et un temps de questions, un temps, je dirais, où vous pourrez intervenir librement. Voilà, il est 18h31. Vous vous rappelez ce qu'est l'IEPM, ce qu'est l'ADN, ce qu'est un petit peu notre identité. On réunit bien sûr des personnes qui sont inspirées par l'enseignement social chrétien. C'est l'héritage de la civilisation occidentale et française pour agir en politique en vue du bien commun. Quelle est notre mission? Quelle est notre ambition? C'est d'être vraiment un laboratoire d'idées, de référence, un lieu de rencontre, de rebondissement, de naissance, d'amitié politique, bien entendu, qui nous permet d'inspirer les décideurs pour renouveler aussi leur engagement. C'est notre première conférence webinaire après cet été qui a été un petit peu long et cette période de pandémie qui nous paralyse. Alors, la réflexion fondamentale de l'IEPM, de l'Institut d'études politiques Montalembert, a vocation de développer et d'expliquer le concept fondamental du bien commun, les principes sur lesquels il est fondé, les conditions de son développement dans la société. L'IEPM décline les principes du bien commun dans plusieurs disciplines, en tout cas maximum de disciplines, je dirais écologiques, politiques, économiques, souveraines, sécuritaires et aussi éducatives. Et sans plus tarder, je voudrais laisser la place au président Ludovic Trollet pour introduire ce soir notre orateur, mais aussi la thématique. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Nous sommes en tout cas ce soir très heureux de vous recevoir. Ludovic, je te laisse l'antenne. Merci Saïd. Donc, bienvenue à tous et merci effectivement de vous être rendu encore disponible pour ce nouveau web cercle, le 4e que nous organisons. Ce web cercle particulièrement étant celui effectivement de notre reprise qui en fait en annonce plusieurs autres et en conclusion je vous donnerai effectivement les prochains rendez-vous. Et nous, on est très heureux d'accueillir François-Xavier Bellamy pour cette rentrée politique. Voilà, donc je le présente très rapidement. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de beaucoup le présenter, étant donné qu'on le suit déjà pour beaucoup d'entre nous depuis un certain temps. Donc, professeur de philosophie, effectivement, qui s'est intéressé depuis longtemps à la question politique, et donc depuis maintenant quelques années, sont engagés en politique, et notamment en rejoignant donc les Républicains, d'où maintenant il est aujourd'hui un des députés européens. Il avait donc porté la liste Les Républicains à la dernière élection. Et voilà, donc je sais qu'il est très très engagé dans son rôle. Il a énormément de sujets, donc ça sera aussi l'occasion de découvrir aussi ce soir un peu l'étendue de son travail. Alors, la question qu'on se pose ce soir, et c'était effectivement en rebondissant un peu le travail que nous avons fait avec toute l'équipe qu'on avait présenté dans le Figaro, qui était effectivement un appel à une société subsidiaire qu'on a construit avec tous nos membres du comité scientifique et avec la relecture du conseil d'administration et sous la direction de Philippe de Saint-Germain, notre coordinateur.
Voilà, on a fait lancer cet appel parce que nous avons effectivement l'intuition qu'une approche plus subsidiaire, notamment de la crise, permettrait effectivement, à mon sens, de répondre à un grand nombre de problématiques qui se posent. On a, je pense, un gros déficit sur ce sujet, particulièrement en France. Ces déficits, il faudra les caractériser. Et donc, c'est tout le travail actuel de notre comité scientifique, c'est-à-dire de décliner, on va dire, nos besoins pour justement rendre notre société plus libre, plus responsable, et pour pouvoir sortir de cette crise. Donc, c'est effectivement la question, c'est-à-dire comment une société subsidiaire peut-elle nous aider à sortir de la crise? Et c'est la question effectivement que nous allons poser ce soir, particulièrement à François-Xavier Bellamy. Mais je sais que l'étendue de sa réflexion ne s'arrête pas là, et effectivement réfléchit de manière plus globale à ce que pourrait être, on va dire, entre guillemets, un projet de refondation politique, alors à la fois au niveau européen, mais aussi pour la France. Donc, ça sera l'occasion de l'entendre aussi sur ses propositions. Donc, encore merci, Monsieur François-Xavier Bellamy, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous laisse maintenant la parole. Est-ce que c'est bon? Non? Saïd? Il faut juste démuter. Hein. Si tu peux démuter, Olivier, Monsieur François-Xavier Bellamy, si tu peux le démuter, merci. Olivier, c'est bon? Si tu peux démuter l'orateur, ce serait génial. Olivier? Et Olivier? Oui. Olivier, tu peux démuter, monsieur. Okay, c'est bon, ça fonctionne. Ah, super. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé, je n'étais pas autorisé à ouvrir mon micro. Donc, pardon d'avoir tardé à vous répondre. Voilà, désolé, un grand merci. Et j'invite un petit peu nos différents auditeurs à réagir pendant ces 20 minutes, s'il vous plaît, directement via la discussion. Vous appuyez sur plus. Directement, vous allez sur discussion et vous pourrez réagir, s'il vous plaît, en fonction des propos qui seront tenus. Monsieur François-Xavier Bellamy, bienvenue, c'est à vous. Je vous rends l'antenne. Et on le met en pleine. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir partager cette conversation. Le plus intéressant, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc, je vais vraiment être bref dans cette petite partie introductive pour pouvoir laisser place aussi à vos questions, vos propres réflexions et la conversation qu'elles pourront susciter. Merci encore de votre invitation, de cette belle question que vous avez souhaité inscrire à l'ordre du jour de cette rencontre, qui est aussi le thème du texte que vous avez publié récemment sur la société subsidiaire, sur la question de la subsidiarité. Il me semble que cette question, effectivement, est centrale si nous voulons pouvoir dépasser la période de paralysie politique que nous vivons aujourd'hui, période de paralysie qui est marquée par une sorte de paradoxe étrange, parce que l'État n'a jamais été aussi puissant, il ne s'est jamais arrogé autant de pouvoir et il n'a jamais été aussi impuissant en même temps. C'est le grand moment de contradiction d'une société dans laquelle l'État est capable de décider de l'heure à laquelle vous allez aller au lit, mais ne sait pas rétablir l'ordre dans des quartiers entiers de la France. Une société dans laquelle vous allez devoir présenter un papier pour pouvoir sortir de chez vous, mais dans laquelle, au fond, l'État semble malgré tout incapable d'agir sur les grands problèmes qui touchent notre société. Un État qui, donc, d'une certaine façon, se donne tous les pouvoirs, mais semble manquer de la puissance nécessaire pour agir sur au fond, les grands problèmes que nous partageons ensemble. La subsidiarité serait, sans aucun doute, le seul moyen de reconstruire un système institutionnel qui fonctionne correctement. Et je voudrais orienter mon propos sur trois sujets principaux. Mais ensuite, encore une fois, je ne fais qu'ouvrir des pistes et nous en parlerons ensemble. Le premier sujet, c'est la question de notre rapport aux institutions. Le second sujet, c'est la question de notre rapport à l'Europe. Et le troisième sujet, c'est la question de notre relation au monde. D'abord, premier point sur le volet institutionnel. Aujourd'hui, un des aspects dramatiques de la situation de la France, c'est
l'inhibition de la décision publique et la multiplication des centres de coûts provoqués par une décentralisation qui n'est pas pensée, qui n'est pas achevée, qui n'est pas inspirée par une stratégie véritable, mais qui est le résultat de l'empilement de décisions successives sans cohérence respective. Je l'ai vécu comme élu local et certains d'entre vous partagent sans doute cette expérience avec moi. Aujourd'hui, nous vivons une forme de paralysie administrative liée à l'empilement successif des chaînes de décision, des chaînes de responsabilité, sans encore une fois de stratégie d'ensemble. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qu'il n'y aura pas de renouveau politique pour la France si nous ne savons pas sortir de cette difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'ai été, je le disais, élu local, j'ai été adjoint au maire de ma ville pendant 12 ans. Quand vous êtes adjoint au maire aujourd'hui, dans une ville d'Île-de-France comme je l'étais, vous avez au-dessus de vous l'intercommunalité, le département, la région, la métropole. En l'occurrence, nous avions une opération d'intérêt national, une autre strate administrative. Ensuite, évidemment, vous avez au-dessus de vous l'État et vous avez l'Europe. Dès qu'un sujet stratégique doit être tranché, vous devez mettre tout le monde d'accord pour que la décision qui sera prise soit le résultat de la concertation de tous ces échelons respectifs. Et c'est de manière extrêmement concrète une source de paralysie de la décision publique. Parce que, de fait, il est littéralement impossible de mettre tous ces échelons d'accord. D'abord, il y a un problème de synchronicité des temporalités électorales. La région ne peut pas vous répondre parce qu'elle a ses élections régionales dans peu de temps, mais une fois que les élections régionales seront passées, c'est l'État qui ne sera plus au rendez-vous parce que les élections présidentielles seront sur le point d'arriver, aucun arbitrage ne sera donc possible. Et une fois que les élections présidentielles seront intervenues, on vous dira que les départementales ou bien les élections municipales, à leur tour, vont arriver. Donc, pour le dire autrement, il y a toujours un échelon qui ne peut pas prendre de décision stratégique parce qu'il se trouve trop proche, trop près, avant ou après un moment électoral. La deuxième raison, c'est que souvent, ces échelons sont caractérisés par des conflits politiques. Il est évidemment fréquent que le département et la région, par exemple, ne soient pas de la même couleur politique et se mènent une guerre féroce. Et même quand le département et la région sont de la même couleur politique, il arrive aussi qu'ils entretiennent des conflits perpétuels, ce qui implique évidemment que lorsque l'un dira A, l'autre répondra B et qu'il est impossible d'avancer. Et puis, bien sûr, le dernier élément, c'est que tout cela produit, bien sûr, évidemment, une forme de multiplication des occasions de gaspillage d'efforts publics et d'argent public, notamment à cause de la clause de compétence générale qui fait que la commune a une politique culturelle, l'intercommunalité a une politique culturelle, le département a une politique culturelle, la région a une politique culturelle, la métropole a une politique culturelle et l'État a une politique culturelle qui sont évidemment généralement décorrélées les unes des autres. Le département a une politique en matière de logement, la région a une politique en matière de logement, et les deux sont parfois contradictoires ou alors incompatibles. Prenons un exemple tout simple. Je m'occupais par exemple d'accompagner le monde universitaire dans ma ville. Il fallait pour cela construire du logement étudiant parce qu'on en manquait cruellement. Et les normes qui conduisaient le département et la région à s'engager dans le financement d'un projet étaient en fait incompatibles. C'est-à-dire que si vous faisiez un logement qui était aux normes qu'exigeait le département, il était contraire à ce que la région voulait et la réciproque était bien sûr vérifiée. Donc tout ça a évidemment créé une forme de difficulté structurelle et je pense qu'on en arrive à un état de paralysie qui est absolument dévastateur. On entend très souvent un discours un peu démagogique sur le trop grand nombre d'élus locaux en France. Pour ma part, je crois ce discours inexact. Je pense que les élus locaux sont une grande chance pour notre pays parce qu'ils créent un maillage territorial, qu'ils connaissent les territoires dont ils sont les représentants, que pour l'immense majorité d'entre eux, ils agissent bénévolement. L'immense majorité d'entre eux n'appartient à aucun parti. Ils sont la respiration démocratique d'une France qui en manque beaucoup. En revanche, je pense que le grand drame, c'est effectivement cet empilement administratif auquel personne ne comprend rien, qui est d'ailleurs, disons-le, l'occasion de véritables tours de passe-passe absolument scandaleux dans le dos des citoyens. Je pense en particulier à ces échelons particulièrement peu lisibles que sont les métropoles, où s'opèrent des alliances de circonstances qui n'ont rien à envier à des scénarios de mauvais films policiers, où on voit se mettre d'accord des élus qui prétendaient avoir des visions différentes.
Donc tout ça, évidemment, n'honore pas la démocratie et tout ça ne facilite pas la décision politique ni la transparence de l'action publique. Pour ma part, j'ai tendance à considérer que l'une des premières décisions qu'il faudrait prendre pour reconstruire une société subsidiaire, ce serait de terminer la décentralisation en supprimant des échelons. Il y aurait évidemment un très grand débat à avoir sur la question de savoir quels échelons il faudrait supprimer. J'ai tendance à penser pour ma part que, contrairement à ce qu'on a répété pendant longtemps, il est faux que big is beautiful et que plus c'est gros et plus c'est utile. Je pense qu'on a beaucoup misé sur les intercommunalités, sur les fusions de communes, alors qu'en réalité, ce sont des échelons qui sont très éloignés de la conscience des citoyens et de la réalité des territoires. Je pense qu'on a aussi beaucoup misé sur les régions avec le supposé pouvoir stratégique qu'elles devraient détenir. Moi, mon intuition, mais c'est une intuition personnelle et ça pourrait être l'occasion d'un long débat, c'est qu'il vaudrait mieux privilégier, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire, les échelons de proximité, la commune. La France, évidemment, à 36 000 communes, c'est une exception européenne, mais c'est ce qui fait nos territoires. Les communes correspondent aux paroisses du Moyen-Âge. Elles ont une réalité qui épouse les singularités géographiques, économiques, sociales, y compris même les réalités de terroir que notre pays, qui structurent notre pays. Je pense que l'échelon communal est un échelon de proximité pertinent pour la France. Et donc, je pense qu'on devrait privilégier l'échelon communal et l'échelon départemental. Les départements, là aussi, sont les résultats de ces évêchés qui ont structuré la France depuis même l'Ancien Régime. Et tout cela, au fond, crée une forme d'identification qui est beaucoup plus forte. En revanche, les régions, en particulier depuis les fusions de régions, sont des entités très éloignées, avec des distances très grandes. Il faut parfois plusieurs heures pour qu'un conseiller régional aille d'un bout à l'autre de sa région ou se rende au conseil régional. Tout cela, évidemment, fait que la région devrait être un acteur stratégique, mais en fait, cette stratégie, elle serait sans doute plus efficacement placée dans les mains d'un État qui aurait retrouvé une capacité de fixer une vision d'ensemble. Et je pense que s'il fallait faire des choix courageux sur les questions d'organisation de nos collectivités publiques, en supprimant des échelons, il vaudrait mieux privilégier le sens de la proximité et redonner sa capacité stratégique à l'État, tout en développant une action de proximité qui soit vraiment subsidiaire dans les communes et les départements. Mais ça pourrait être discuté très longuement. En tous les cas, je l'avais dit lorsque la question a été posée dans des moments de campagne, et je l'ai toujours répété, je serais prêt à soutenir n'importe quel acteur politique qui serait capable de promettre de supprimer parmi ces échelons ce qui constitue ce millefeuille manifestement excessif. Une société subsidiaire, donc, suppose une réflexion sur les institutions, et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, et je pense qu'on a besoin d'avoir une réflexion courageuse sur cette question, courageuse parce qu'en réalité, si on y regarde bien, beaucoup de partis politiques sont incapables de se saisir de ces sujets parce qu'ils ont trop d'intérêt dans ces différentes collectivités. Imaginez que demain, le président du parti, le secrétaire général du Parti socialiste ou le président des Républicains disent, voilà, chers amis, notre projet, c'est de supprimer les régions. Il se trouverait immédiatement en opposition avec un grand nombre de ses propres élus, et ce serait effectivement extrêmement difficile pour lui. Même chose pour les départements, bien sûr. Ça n'enlève rien au fait que malgré tout, il faudra bien faire face à ces sujets un jour, parce qu'on ne peut plus vivre dans une démocratie asphyxiée comme la nôtre l'est aujourd'hui. Sujet institutionnel, donc, que je crois fondamental. Le deuxième sujet, c'est celui de notre rapport à l'Europe. L'Europe, c'est exactement l'échec de la subsidiarité, ce qui est d'autant plus frappant que la subsidiarité était au cœur du projet européen dans son principe. La subsidiarité était au cœur des textes fondateurs de la démocratie chrétienne, qui a été la matrice pendant de longues années de la construction européenne. La construction européenne qui pourtant a perdu totalement le sens de la subsidiarité d'une manière assez dramatique. Aujourd'hui, au fond, le drame, c'est que nous avons une Union européenne qui, loin d'assumer les fonctions sur lesquelles elle pourrait apporter une vraie valeur ajoutée, se mêle de tout et de n'importe quoi, y compris dans le détail de la vie des États membres, y compris dans ce qui ne touche pas la réalité de ses compétences. Lorsque le confinement est arrivé, ça nous a évidemment libéré un peu de temps, et avec mon équipe, avec Arnaud qui doit être en ligne avec nous, on a lancé un petit travail fastidieux mais important pour faire le décompte de tous les votes qu'on avait effectués depuis le début du mandat. De juillet 2019 à avril 2020, on a effectué des centaines de votes, et sur tous les votes que nous avions effectués, nous les avons classés, répertoriés en fonction de leur relation à une compétence européenne telle que prévue par les traités. Vous avez près de 60% des votes du Parlement européen sur cette période qui ne concernaient en rien les compétences de l'Union européenne.
Nous passons notre temps à voter des résolutions et des rapports sur des sujets qui n'ont rien à voir avec même la capacité d'action de l'Union européenne. Et souvent, d'ailleurs, c'est à cela que nous consacrons le plus de temps. La question des droits de l'homme en Ouganda, la situation de la biodiversité en Asie, ou bien lorsqu'il nous arrive même de légiférer ou de prétendre légiférer sur la situation à l'intérieur des États membres dans des domaines qui ne relèvent pas des compétences de l'Union européenne. Vous savez peut-être que l'Union européenne avait, par exemple, le Parlement européen avait travaillé sur un texte qui se prononçait sur les méthodes de maintien de l'ordre en France à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Voilà, ça ne relève pas de ses compétences, ça n'est en rien lié avec ce dont elle est responsable, et c'est évidemment à la fois une déperdition d'énergie et en même temps une erreur flagrante en matière de subsidiarité. C'est d'autant plus frappant lorsque le Parlement européen et l'Union européenne prétendent parler d'état de droit et qu'à travers le mot d'état de droit, les institutions européennes viennent parler de compétences qui sont celles des États membres, violant ainsi de manière explicite l'état de droit fondamental qui consiste à respecter les traités sur lesquels elles sont fondées. On a eu l'occasion de voir au Parlement européen passer des résolutions ou des rapports sur des questions d'état de droit dans lesquelles sont discutées la politique migratoire, la politique familiale, la politique sociale, par exemple, de certains des États membres, ce qui est évidemment totalement contraire à l'idée même de l'état de droit, puisqu'ainsi le Parlement européen s'autorise à évoquer des sujets qui ne relèvent pas de ses compétences légales. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un défi majeur qui est de reconstruire, de refonder les institutions européennes sur le principe de subsidiarité, et c'est ce que j'ai tenté de contribuer à faire dans un texte que j'ai présenté hier au Parlement, à notre groupe du Parti populaire européen, qui est historiquement le groupe qui est héritier de la démocratie chrétienne. Ce groupe est aujourd'hui encore le premier groupe au Parlement européen, mais c'est un groupe qui a connu des difficultés électorales en France, bien sûr, avec les difficultés que traversent aujourd'hui les Républicains, mais c'est aussi le cas en Italie, c'est aussi le cas en Espagne, avec Forza Italia, avec le Partido Popular, c'est aussi le cas dans un certain nombre de pays européens, et au fond, nous voyons bien que la droite française n'est pas la seule à être en difficulté aujourd'hui. Et ce qui crée les difficultés de notre famille politique, c'est, j'en suis absolument convaincu, le manque de clarté sur le fond, le manque de cohérence sur la ligne, le fait que trop souvent nous avons reculé face à la pression de nos adversaires idéologiques et le fait que, par ailleurs, nous avons nous-mêmes été trop souvent piégés par le passé dans des contradictions évidentes. Et donc, il faut retrouver cette vision claire et cette ligne claire qui est la seule susceptible de recréer une forme de confiance de la part des citoyens. Et donc, j'ai été chargé par le président de notre groupe parlementaire et par le groupe d'écrire un nouveau texte fondateur pour le Parti populaire européen, pour les droites européennes. Et ces textes fondateurs, je les construis en particulier autour de l'idée de subsidiarité, une idée que je partage profondément avec vous, parce que je crois que cette idée de subsidiarité qui est héritée directement de la tradition de la démocratie chrétienne, héritée de la théologie chrétienne d'ailleurs, n'ayons pas peur de le dire, hein, cette idée de la subsidiarité qui est l'idée de la juste répartition des fonctions de décision, cette idée-là, elle me paraît cruciale pour pouvoir refonder l'Europe. Faire en sorte que nous puissions garantir qu'à chaque fois, la décision sera prise au plus petit échelon pertinent possible. Vous connaissez cette intuition de la subsidiarité mieux que moi, mais je crois qu'elle doit pouvoir guider de nouveau non seulement nos constructions institutionnelles, mais aussi notre pratique politique. Parce que ça n'est pas qu'une question de construction, les traités sont très clairs sur ce point, c'est la pratique politique de l'Union européenne qui l'a éloignée de l'intuition de ses fondations et qui l'a conduite à se disperser dans une pluralité d'actions de détail qui ne relèvent pas de son pouvoir, tout en se montrant incapable de faire face aux grands défis sur lesquels, pour le coup, elle est attendue et sur lesquels, pour le coup, elle pourrait, et j'en suis convaincu, avoir une véritable valeur ajoutée. Ces grands défis, et ce sera mon troisième point, ce sont ceux de notre rapport au monde, du rapport au monde qui nous entoure. Au fond, on le voit bien, nous avons besoin de retrouver la subsidiarité parce que nous vivons dans un monde dont les enjeux sont infiniment complexes. Et là, je crois qu'un regard plus stratégique sur le monde autour de nous permettra de retrouver le véritable sens de la subsidiarité en deux sens. Le premier, c'est que, oui, effectivement, nous sommes face à un monde de grande puissance, à un monde où les plaques tectoniques sont en train d'évoluer très vite, et ce monde, nous ne savons pas le regarder assez, et nous sommes enlisés dans une forme de myopie dont chaque jour je suis plus surpris.
Prenez par exemple la question de l'écologie, la question de la préoccupation écologique. Aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens qui s'inquiètent du défi écologique, et en particulier pour ceux qui prétendent représenter l'écologie politique, agir de manière écologique suppose seulement de se fixer à nous-mêmes des normes de plus en plus exigeantes. Mais c'est manquer le fait que la question écologique ne peut être qu'une question globale. Et que sur beaucoup de sujets, je pense en particulier à la question de la décarbonation de l'énergie, sur beaucoup de sujets, nous sommes déjà l'un des continents et l'un des pays les plus vertueux au monde. Si nous nous contentons de nous fixer à nous-mêmes des règles de plus en plus compliquées, nous allons seulement affaiblir notre économie dans un monde ouvert et nous allons, paradoxalement, donner un avantage compétitif à des modes de production qui sont moins vertueux que celui que nous sommes en train de fragiliser. Il me semble que le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, faire face aux défis écologiques, ça n'est pas d'abord regarder ce qui se passe en Europe, c'est d'abord ce qui se passe en dehors de l'Europe qu'il nous faut considérer et utiliser l'effet de levier que peut nous donner l'alliance des pays européens pour pouvoir pousser les autres régions du monde à suivre notre exemple, à fixer un cap qui soit clair. Bien sûr, ça suppose nous-mêmes de faire les efforts nécessaires, mais le plus important, évidemment, c'est d'abord de garantir que les autres régions du monde nous suivront, que les autres puissances mondiales nous suivront. Le grand drame, c'est que nous cherchons à être les plus vertueux, mais que ce faisant, nous serons les seuls à chercher à être vertueux et que nous finirons seulement morts. Et je pense que c'est exactement le piège dans lequel nous sommes en train de nous enliser aujourd'hui. La subsidiarité ne suppose pas, de ce point de vue-là, de se contenter de regarder ce qui se passe à l'intérieur des structures pour lesquelles nous décidons. Une subsidiarité bien comprise ne suppose pas d'avoir la plus petite échelle de référence possible. Et ce serait d'ailleurs une erreur de croire cela. La subsidiarité ne veut pas simplement affirmer qu'il faut se replier sur le local et ne considérer que le local. La subsidiarité n'implique pas qu'il ne faille pas considérer la dimension globale des problèmes auxquels nous avons à faire face. Et de ce point de vue-là, une grande erreur serait de croire que la subsidiarité suppose de donner toujours la responsabilité à la plus petite collectivité possible, au plus petit échelon de décision possible. Non, c'est le plus petit échelon pertinent possible. Et on ferait une erreur en oubliant cette échelle de la pertinence. Au fond, je crois que les grands défis devant lesquels nous sommes aujourd'hui sont des défis globaux et que l'Union européenne peut jouer son rôle en la matière. Que demain, si l'Union européenne décidait, par exemple, d'installer une barrière carbone à l'entrée du marché commun, elle contribuerait à remédier aux défis écologiques devant lesquels nous sommes placés, tout en redonnant de l'oxygène à ses entreprises, à son industrie. Elle ferait en sorte, évidemment, que par un effet d'entraînement, le marché unique qu'elle a su construire soit non pas seulement une cible facile, mais un levier fondamental sur le plan géopolitique pour faire valoir nos intérêts, nos principes et, en quelque sorte, le récit dans lequel nous voulons entraîner le monde de demain. Aujourd'hui, le grand drame, c'est que notre rapport au monde est le grand impensé de nos actions politiques. Et nous continuons d'agir comme si le monde n'existait pas, tout en, et c'est mon deuxième point, de manière paradoxale, tout en prétendant sans cesse nous obliger à nous adapter à ce monde tel qu'il va. Je terminerai par là, au fond. Une société subsidiaire, c'est une société qui ne se contente pas de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières, mais qui est capable d'agir pour faire levier sur le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, la grande rhétorique des responsables politiques de gauche et de droite depuis de trop nombreuses années, c'est qu'il faut nous adapter à la mondialisation. C'est que le monde va vite, et que le monde avance, et que par conséquent, nous devons tout faire pour nous réformer de manière à ne pas être dépassés par ce monde tel qu'il avance. En réalité, c'est le signe d'une société malade et qui ne sait plus agir vraiment. Il y a 2 jours, avec les soirées de la philo, un cycle de conférence que j'anime à Paris et qui se maintient encore malgré la crise sanitaire que nous traversons et le couvre-feu qui fait que nous partageons ensemble nos dernières soirées de liberté. Il y a quelques jours, nous consacrions une soirée à cette belle question « Sommes-nous tous malades ?» Et je rappelais cette réflexion passionnante d'un philosophe et médecin qui s'appelle Georges Canguilhem sur la question de la santé. Qu'est-ce que c'est que la santé, se demande Canguilhem? C'est très difficile de définir la santé. Et la dernière définition que Canguilhem apporte à cette question, celle qu'il retient finalement, est la suivante. La santé, ce n'est pas le fait d'être adapté au monde qui nous entoure, mais c'est le fait d'être capable d'adapter le monde à soi. Un être vivant en bonne santé
un végétal, un animal, un être humain en bonne santé en particulier, c'est un être qui est capable non seulement de s'adapter au monde, mais surtout, et c'est le plus important, un être qui est capable d'adapter le monde au projet qu'il réalise. Et c'est vrai en particulier des êtres humains que nous sommes parce que nos projets sont pensés et qu'ils se déploient dans la matière à partir d'une idée. Nous voulons quelque chose et c'est notre volonté qui met en mouvement notre action et qui nous fait agir sur le monde et qui nous fait le transformer. Un être qui se contente de s'adapter à son milieu est un être malade. La maladie, c'est le fait de ne plus pouvoir rien faire que s'adapter à ce que le milieu nous dicte. Être tellement fragile que nous ne pouvons plus agir sur le monde, voilà ce en quoi consiste l'expérience de la maladie, de la mauvaise santé, et voilà évidemment en quoi consistera finalement le fait pour nos corps de mourir. Devoir se soumettre à la réalité du milieu, ne plus pouvoir agir sur lui, mais être agi et se contenter de réagir. Voilà exactement le symptôme de la maladie que représentent ces injonctions à s'adapter au monde tel qu'il va, dans lequel nous avons dissous la politique depuis de trop nombreuses années. Vouloir que la démocratie demeure, c'est vouloir lui donner les moyens d'une forme de puissance, être capable d'écrire l'histoire du monde, et non pas seulement de subir dans l'histoire du monde quelque chose de définitif à quoi il faudrait s'ajuster, à quoi il faudrait s'adapter. Non, le monde n'est pas fait par d'autres puissances derrière lesquelles il nous faudrait courir, ou alors nous avons renoncé à notre capacité d'agir, c'est-à-dire renoncer à notre souveraineté, renoncer à la capacité démocratique elle-même. Les gouvernants qui nous sommes de nous adapter à la mondialisation devraient reconnaître explicitement qu'ils ne gouvernent plus rien et que la démocratie n'existe plus. Non, nous devons pouvoir retrouver la volonté d'adapter le monde à ce que nous croyons être juste, ce que nous croyons être bon pour les humains que nous sommes, pour la culture que nous avons reçue en héritage, pour une civilisation qui aspire à se perdurer et qui veut pouvoir encore rayonner et contribuer à infléchir le cours de la mondialisation. Et cela suppose paradoxalement une subsidiarité bien comprise. Le grand danger de l'idée de subsidiarité, si elle était mal comprise, ce serait de nous replier sur l'échelle locale, sur la petite échelle de nos communautés politiques vues seulement de l'intérieur, comme si nous avions renoncé à agir sur le vaste monde. La subsidiarité ne suppose pas ce renoncement. Elle ne suppose pas d'abandonner l'espoir d'agir sur l'histoire de notre monde. Elle ne suppose pas de se contenter de subir l'avenir du monde tel qu'il va. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut évidemment redonner à notre vie politique la capacité de décider et redonner ainsi aux citoyens la capacité d'avoir la main sur leur destin. Je pense que la crise politique d'aujourd'hui, elle vient du fait que les citoyens ont le sentiment que la politique ne leur donne plus prise sur notre destin commun. Nous avons le sentiment de ne plus pouvoir agir, que quoi que nous fassions, de toute façon, tout se produira toujours exactement de la même manière. Nous avons l'impression que plus rien ne peut infléchir le cours de notre histoire. Et c'est exactement sur cela qu'il faut agir. C'est exactement à cela qu'il faut apporter une réponse et à cette crise qu'il faut apporter un remède. Et ma conviction, c'est que seule, effectivement, l'intuition de la subsidiarité peut nous permettre d'y remédier à travers le fait de mettre fin à cette paralysie de la décision publique organisée par le millefeuille institutionnel illisible devant lequel nous sommes aujourd'hui, de reconstruire une Europe qui ne soit plus le nom de la dépossession de notre souveraineté démocratique par son intrusion permanente dans des actions qui ne relèvent pas de sa compétence propre, mais qui redeviennent un levier pour pouvoir agir sur le monde, à travers enfin le fait de retrouver une capacité stratégique, un regard géopolitique sur le monde qui nous entoure et l'ambition renouvelée d'agir sur lui au lieu de subir une histoire qui s'écrirait désormais sans nous. Voilà quelques intuitions toutes simples que je voulais partager avec vous, mais maintenant, encore une fois, le plus important, c'est qu'on puisse partir de vos réflexions, de vos questions, même sur des sujets bien différents si vous le souhaitez. Je suis très heureux en tous les cas de cette occasion que vous nous donnez de pouvoir poursuivre cet échange. Et je voulais vous remercier encore, Monsieur le Président, et vous tous, de tout le travail que vous faites pour pouvoir illustrer justement cette aspiration à la subsidiarité, en particulier à travers ce texte, mais aussi à travers tous vos travaux. Merci encore. Merci infiniment, Monsieur le député François-Xavier Bellamy. Ce fut en tout cas intense, riche, limpide, et j'admire en tout cas votre développement sur cette thématique qui a été en tout cas ce soir très complète. Sans plus tarder, mes amis, tout
ceux et celles qui nous rejoignent, vraiment une bienvenue à chacun, à chacune. Je vais laisser la place à Philippe de Saint-Germain qui va pas manquer de réagir, mais avant cela, vous avez le chat, s'il vous plaît, tout simplement dans plus, vous cliquez dans discussion et vous posez vos questions qui seront recueillies par Monsieur Olivier Bonassi. Nous avons plusieurs personnes qui nous rejoignent aussi, Patrick Thibaudier de Refondation, nous avons Arnaud Clerc et nous avons aussi Julie Trollet que je ne manquerai pas d'interroger. Et oui, la parité, il y a aussi Claudine, il y a Sixtine, il y a du monde ce soir avec nous. Vous êtes plus de 20, c'est magnifique. En tout cas, voilà, Philippe de Saint-Germain, nous sommes dans les temps. Bienvenue à chacun, à chacune. Nous vous souhaitons une agréable soirée. On vient d'être nourri, substanté sur cette thématique et je pense que Philippe a préparé au moins une trentaine de minutes d'intervention là. Oui, merci de me donner la parole, mais c'est peut-être un peu tôt puisque j'ai été invité à intervenir pour proposer une conclusion à notre conversation alors qu'elle n'a pas commencé. Bon. Alors, je peux lancer les questions, hein, Philippe, si Voilà, tu veux. C'est juste comme tu avais une contrainte de temps et que je voulais te libérer avant de me faire tirer les oreilles par ton épouse. Donc, sinon, je peux laisser la place tout de suite, sans plus tarder, à Julie ou éventuellement à notre cher ami fidèle Patrick Thibaudier. Est-ce que Julie, tu es avec nous? Julie, est-ce qu'on peut la démuter? C'est quel téléphone éventuellement? Est-ce qu'elle est avec toi, Ludovic? Non, Julie? non, elle n'est pas avec moi. Mais est-ce qu'on peut la repérer? Tu peux démuter Arnaud Clerc, Olivier et éventuellement Patrick Thibaudier, s'il te plaît. D'accord. Parce que je tiens quand même, après cette longue période d'été et de confinement, de revoir notre cher Patrick Thibaudier qui, à mon avis, est en pleine forme ce soir. Est-ce que tu peux démuter Monsieur Patrick Thibaudier? Normalement, il est démuté, c'est bon, il peut y aller. Donc, Patrick, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse, la grandeur, la splendeur, rapidement de démuter ton micro, s'il te plaît, Patrick? Super. Voilà, tu as bien bronzé, Patrick. Tu me fais le coup, tu me lances tout de suite. Oui, mais ça me fait tellement plaisir, tu vois. Ça me fait tellement plaisir. Avec moi et Régis, vous avez l'habitude. Non, moi, que dire? Je suis d'accord avec à peu près tout. J'avais juste une question. À un moment, vous avez dit que ça faisait 40 ans que c'était la même chose sur un sujet bien précis. Et il y a beaucoup de sujets où ça fait 40 ans que c'est la même chose, et des sujets importants, la dette, certains sujets écologiques, j'en passe, et évidemment beaucoup d'autres. Et comment on sort de ça? Comment on sort de tous ces sujets qui, depuis 40 ans, n'ont pas bougé? Sur quel levier faut-il agir? En fait, ça rejoint une question assez intéressante que François-Xavier a travaillé, c'est la question de savoir comment réorienter la droite, puisque vous deviez faire un texte, proposer un texte au PPE. Quelles sont en substance les grandes lignes de ce que vous avez proposé pour refonder la droite européenne? Je ne sais pas si je réponds tout de suite ou si on prend d'autres questions, comme vous préférez. On peut prendre une série de questions. Julie, éventuellement. Voilà, Julie, elle est démutée. Oui, c'est super. Alors moi, malheureusement, je vous ai rejoint parce que je suis sortie un peu plus tard, mais sur la dernière partie, ce qui m'a frappé, vous avez cité, c'est Canguilhem, hein, je ne me trompe pas? Voilà, c'est ça. J'ai été frappée par justement ce rapport à la maladie et à cet état-là, avec cette question qui est que moi, il me semble qu'on arrive à un moment aussi de l'état de la société et l'état des individus, finalement, où leur capacité à sortir de cette espèce de léthargie est presque annihilée, au sens où on aurait presque besoin d'une espèce de rééducation. Alors après, voilà, en fonction des individus, c'est plus ou moins fort, mais tout est fait quand même pour anesthésier l'esprit, pour anesthésier le jugement critique et pour effectivement donner l'impression que quoi que l'on fasse, de toute façon, ça ne changera rien ou pas grand-chose. Ce qui fait qu'on en perd même la faculté, alors on peut de révolte ou
on est passif et on a du mal. On s'adapte à peine. Donc moi, c'est ça que je voulais vous demander, c'est comment est-ce qu'on peut finalement partir à la racine pour que, est-il possible finalement de retrouver un sursaut et comment, voilà, pour qu'il y ait une mise en commun en fait, si une action commune possible. Alors, on va aller déjà rebondir sur ces 2 questions et on reprendra après une autre série de questions. Donc, première question qui a été posée par Patrick Thivolier et la deuxième par Julie. Merci, monsieur le député. C'est pas simple, hein. Je pense que le plus grand danger, ce serait de se laisser guetter par le désespoir politique qui a déjà atteint un très grand nombre de nos concitoyens. Le sentiment qu'au fond, quoi que nous voulions, la politique ne changera pas et que quoi que nous voulions, la politique ne peut pas changer le destin que nous subissons. Pendant la campagne pour l'élection européenne, je sortais un jour d'une émission de radio sur France Info. Et je monte dans un taxi et le chauffeur de taxi, en l'occurrence c'était une femme, elle écoutait la radio qui rediffusait des extraits de mon passage. Donc elle entend mon nom à la radio, elle voit mon nom sur sa réservation et elle me dit donc vous êtes la même personne, vous êtes candidat à l'élection européenne, mais alors qu'est-ce que c'est que l'élection européenne? Donc je lui explique en quelques mots l'élection européenne et elle me dit ah bon, moi de toute façon je ne vote jamais. Ah, pourquoi est-ce que vous ne votez jamais? J'ai voté quand j'avais 18 ans parce que c'était rigolo, mais depuis je n'ai jamais recommencé. Pourquoi est-ce que vous ne votez jamais? Me dit-elle, de toute façon, quoi qu'on vote, c'est toujours la même chose à la fin. C'était au moment de la crise des Gilets jaunes et le président de la République venait d'annoncer qu'il revenait sur la hausse de la taxe sur les carburants. Je lui dis, mais vous voyez que la politique a quand même un impact sur votre vie puisque, de fait, vous êtes directement concerné par la taxe sur les carburants. Si elle avait augmenté, ça aurait touché votre revenu, ça aurait été un coût supplémentaire pour vous. Elle me répond, de toute façon, tout ce qu'on ne me vole pas par là, on me le volera par ailleurs. Donc, l'idée très fataliste que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne sortirait pas gagnante de quelque arbitrage que ce soit. Et enfin, en mettant l'adresse de destination sur le GPS de son téléphone, elle me dit, en se tournant vers moi, de toute façon, Google et Apple ont plus changé ma vie que tous les présidents de la République. Et il y a l'idée, au fond, très, très ancrée que finalement, ça n'est pas la politique qui change nos vies et que nous ne faisons que subir à travers la politique quelque chose qui se passe ailleurs. C'est aussi en particulier le cas quand nous avons le sentiment d'avoir cru, d'avoir espéré en une alternance politique, de nous être engagés pour elle, et d'avoir l'impression que finalement, quoi qu'on fasse, tout se poursuit toujours d'une manière qui semble imperturbable et incontestable. De ce point de vue-là, je crois, on a une opportunité majeure à saisir, qui est aussi un risque, bien sûr, mais qui est une chance, et qui est la crise que nous traversons. Cette crise globale qui fait que, qu'on le veuille ou non, ça ne pourra pas continuer comme ça. Ça ne pourra pas continuer comme ça. C'est impossible. Une crise se caractérise exactement par cette expérience historique singulière que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est la différence entre une crise et un état stable. Qu'un état stable, si vous ne faites rien, il va se poursuivre de manière mécanique, il va s'auto-entretenir pour le meilleur ou pour le pire. Mais une crise, elle, pour le coup, est un moment d'instabilité qui appelle une décision. Nous sommes à un point de bifurcation. Ça ne pourra pas continuer comme ça. Vous avez parlé, monsieur Thivolier, de la question de la dette. Eh bien voilà, il est clair que pendant très longtemps, on a pu s'enliser dans le mirage de la dette et payer nos inconséquences d'aujourd'hui sur la prospérité de demain. Mais ça ne se perpétue pas pour toujours. Ça ne peut pas durer pour toujours. Ce sera peut-être pour dans quelques mois, peut-être pour dans quelques années, mais il y a bien un moment où la montagne de dette accumulée, si nous n'y prenons pas garde, va provoquer une crise. Ça ne pourra pas durer indéfiniment. Et c'est en quelque sorte un espoir paradoxal, parce qu'on ne peut pas souhaiter vivre des moments difficiles, mais c'est un espoir malgré tout. C'est un espoir malgré tout, puisque de toute façon, le sursaut sera à un certain point inévitable. La seule chose qui compte, c'est qu'il ne se produise pas trop tard. Et je pense que, d'une certaine manière,
il faut avoir conscience que les réalités historiques sont hétérogènes. Nous ne vivons pas un moment équivalent à celui que la France vivait il y a 10, 15 ou 20 ans. Nous vivons un moment qui est particulier parce que c'est le moment d'une crise globale, une crise généralisée. Sur tous les plans, nous pouvons dire que ça ne pourra pas durer comme ça, sur tous les plans. C'est une crise économique, bien sûr, qui dure depuis longtemps maintenant. C'est la crise épidémique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est aussi, évidemment, la crise sociale profonde que tout cela a créée, la crise politique, la crise de l'autorité suscitée par cette crise sociale, la crise éducative, la crise de la transmission, sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'engager comme professeur de philosophie parce que c'est mon métier. Bien sûr, la crise de la culture n'est pas seule et nous voyons bien que nous vivons simultanément une crise de la nature, la crise écologique est, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'occasion pour les humains de dire que la nature elle-même est déséquilibrée. Nous vivons, et c'est une certitude objective, ça n'est pas se payer de mots que de le dire, nous vivons le moment le plus critique que les êtres humains aient jamais connu. Le moment le plus critique. Ça ne veut pas dire que nous vivions le moment le plus catastrophique de l'histoire, bien au contraire. Nos aînés ont vécu des moments beaucoup plus catastrophiques que celui que nous sommes en train de vivre, des moments beaucoup plus douloureux et beaucoup plus éprouvants. Nous vivons encore dans une prospérité inouïe par rapport à celle qu'ils connaissaient. Nous avons la chance de pouvoir vivre dans un moment de relative paix, de relative sécurité. Nous vivons dans des conditions qui sont à bien des égards plus confortables que celles que beaucoup de nos aînés ont connues. Mais aucun d'entre eux n'a vécu un moment aussi critique. Un citoyen de l'Empire romain, au moment où l'Empire s'effondrait, avait le sentiment que tout s'écroulait autour de lui, mais il pouvait encore regarder, ce que faisait d'ailleurs bien souvent la philosophie ou la poésie, il pouvait encore regarder la nature comme étant le lieu d'une forme d'éternité sereine qui se répéterait pour toujours. L'Empire avait beau s'effondrer, les cycles naturels allaient pour le coup se poursuivre avec une régularité absolument imperturbable. Même cette certitude nous est enlevée aujourd'hui. Nous ne pouvons rien regarder qui puisse sembler devoir durer toujours. Nous vivons le moment le plus critique au sens où ça ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça, quoi qu'il arrive, sur tous les sujets. Et donc ce moment critique, je crois qu'il faut que nous ayons conscience de son ampleur pour pouvoir en être à la hauteur. Il me semble que notre génération hérite d'un point de bifurcation absolument décisif pour notre pays, pour notre société, pour notre civilisation européenne, pour le monde occidental et pour le monde dans son ensemble. Il me semble que ce moment de bifurcation fondamentale est une exigence politique immense, mais c'est aussi une chance politique. C'est la chance de pouvoir sortir de ces années de torpeur, de ces décennies de déni de réalité, dont le choc avec le réel nous obligera à sortir. Et ce sera évidemment douloureux et on ne se le serait pas souhaité, mais il me semble que maintenant le principal défi, c'est d'être à la hauteur des conséquences que cette rencontre aura dans notre pays. Un grand merci, Monsieur Bellamy. Je voudrais, Olivier, si tu peux démuter le général Beth qui est avec nous depuis cette belle ville de Marseille. Donc, on voudrait vraiment son intervention ce soir et démuter, s'il te plaît, Vincent Badret. Voilà, Vincent Badret qui est avec nous. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Il y a pas mal de réactions. C'est assez impressionnant. Donc, Olivier, si tu peux m'assurer que tu démutes Vincent Badret. Et sans plus tarder, je laisse la place au général Beth depuis cette belle ville de Marseille. Mon général, c'est à vous. Oui, merci beaucoup de cet exposé absolument clair et limpide. On est tous d'accord avec vos propos et on est ravis de les entendre exposés de manière aussi claire. La crise dont vous parlez, nous sommes dans un état de crise. La crise n'est pas faite pour durer, dites-vous. Je crois que nous sommes dans une crise, en fait, dans un espèce de choc de titans, ou alors c'est David contre Goliath, je ne sais pas, mais la crise, elle n'est pas toute seule. La crise, elle est voulue telle que, et le monde que nous disons en crise est un monde voulu. Vous avez parlé de la France, vous avez parlé de l'Europe, vous avez parlé du monde. Je pense qu'il y a des puissances qui s'accordent à ces trois niveaux pour que le monde aille dans ce sens-là.
Et donc, oui, il nous faut réagir. J'espère que cette crise ne durera pas, mais elle est vraiment voulue. En cela, est-ce que c'est vraiment une crise ou c'est une orientation absolument voulue, déterminée, résolue, dans laquelle un certain nombre de gens veulent emmener le monde? Et dans ces cas-là, ma première question, c'est un peu celle d'Olivier au niveau de l'Europe, mais à notre niveau déjà national, que faire pour faire comprendre à nos populations que la situation est telle, ce choc de titans, cette ferme volonté d'emmener le monde dans un endroit que nous ne voulons pas, Orwell, que faire? Et à Montalembert, on réfléchit un petit peu sur cette subsidiarité pour essayer d'influencer ou d'influer sur un certain nombre de programmes qui pourraient être écrits à l'aube de 2022. Très concrètement, sur certains sujets, pas tous, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, sur le plan pratique? Merci, mon général. On laisse la place à une deuxième question. Donc, Monsieur Vincent Badré, vous avez été démuté. La parole est à vous. Alors, bonjour, chers collègues. Nous nous étions rencontrés il y a quelques années et je suis professeur d'histoire-géographie et je tiens à vous remercier beaucoup pour une intervention que vous avez faite au Parlement européen sur les négociations avec la Chine à propos de la pêche. Et j'en parle à mes élèves. Donc, je leur ai montré la vidéo qui a été mise en ligne sur votre compte Twitter. Et je voulais vous demander comment peut-on faire comprendre comment fonctionne la mondialisation et comment on peut donner la possibilité aux personnes concernées de faire valoir leur point de vue et de rentrer dans ces négociations qui sont complexes, mais qui ne sont peut-être pas complètement inaccessibles à la démocratie. Donc, ça m'intéresserait de savoir comment on peut essayer de faire comprendre aux chauffeurs de taxi ou à beaucoup d'autres personnes qu'ils peuvent intervenir dans ces négociations sur la mondialisation. Donc là aussi, une question un petit peu concrète. Merci, merci, merci. Voilà, la parole est à vous, monsieur le député, avant d'entendre une conclusion de Philippe de Saint-Germain, à qui je remettrai la parole et on pourra continuer la soirée. Merci, monsieur le député. Merci à vous. Alors, repartons de cet exemple de la négociation actuelle avec la Chine. Est-ce que les citoyens peuvent réellement influer sur ce type de négociation aujourd'hui? La réponse est très complexe parce que, en réalité, sans croire qu'il y a un petit groupe de personnes qui ont déterminé un plan qui nous conduit de manière inéluctable vers une forme d'effondrement, je vois pourtant qu'il y a dans les institutions européennes, par exemple, des persistances auxquelles il est difficile de se confronter. Je voudrais vous raconter l'histoire de la suite de cette conversation à laquelle vous avez fait allusion dans la commission de la pêche. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, d'ailleurs, chers collègues, parce qu'effectivement, on s'est croisés à de nombreuses reprises et c'est une joie de vous retrouver à distance et de savoir que ce petit exemple a pu inspirer vos élèves. Donc, je suis membre, parmi d'autres commissions, de la commission de la pêche au Parlement européen et il nous est soumis un rapport sur un accord avec la Chine pour la protection des indications géographiques d'un certain nombre d'appellations. Et je me suis permis de dire, pour intervenir dans cet échange, ce que aucun autre collègue du Parlement n'avait soulevé, que faire un accord avec la Chine n'était pas sans poser quelques difficultés, attendu que si on se concentre uniquement sur les questions de pêche, la Chine est l'un des pays qui pratique le plus la pêche illégale dans le monde. Elle immatricule de manière frauduleuse des bateaux sur toutes les mers du globe, qu'elle pratique une pêche qui n'est en rien respectueuse de ses propres engagements internationaux en matière de respect de la biodiversité, et que par ailleurs, sur les bateaux de pêche chinois, quel que soit le pavillon sous lequel ils naviguent, sont rapportés des cas de mauvais traitement envers des travailleurs, notamment immigrés, africains, venus d'Indonésie, par exemple, qui sont si maltraités que certains meurent en mer et que leurs corps sont jetés à la mer. Je me suis permis de soulever ces quelques points au sein de la commission de la pêche, sans même parler des questions de droits de l'homme, de la situation à Hong Kong, des pressions sur Taïwan, du sort réservé aux Ouïghours, parce que ça nous aurait emmené bien loin des compétences de cette commission. Je me suis contenté de ces points. Et le représentant de la Commission européenne qui était dans
dans la salle de la commission m'a répondu « Monsieur Bellamy, tout ce que vous dites est vrai, mais je prierai votre commission de ne pas l'écrire dans son rapport. » Parce que, évidemment, cela semblait poser problème que la Chine se voit objecter ce qui constitue pourtant non pas des jugements de valeur de ma part, mais des manquements objectifs à des textes internationaux, à ses propres engagements, au droit international en vigueur. Sans doute était cela quelque chose qu'il convenait de ne pas rappeler aux interlocuteurs chinois. Évidemment, je ne me suis pas soumis à cette règle. J'ai donc déposé un amendement au rapport de notre commission pour pouvoir mettre par écrit ce que j'avais soulevé dans le texte que nous évoquions et indiquer qu'il paraissait difficile de négocier des accords avec un pays qui ne respecte déjà pas ses propres engagements passés. Eh bien, il se trouve que ça a été extrêmement difficile, non pas seulement de faire voter cet amendement, mais même de le déposer. Et on se rend compte, en fait, dans des moments comme cela, qu'il est très compliqué, en réalité, d'infléchir sur un système dont la structure est d'une certaine manière aussi enfermée dans un logiciel, dans une matrice qui me paraît périmée. L'idée, au fond, et ça a été la très grande idée sur laquelle l'Union européenne s'est construite au cours des dernières années, pas seulement l'Union européenne, mais nos sociétés occidentales d'une manière générale en Europe, l'idée de la fin de l'histoire, l'idée qu'une fois l'effondrement du bloc soviétique intervenu, nous allions arriver à une forme d'ouverture généralisée, d'abaissement de toutes les frontières, de toutes les barrières, de circulation perpétuelle, un monde dans lequel donner l'exemple de l'ouverture, c'était avoir la garantie que le reste du monde allait suivre. Et au fond, nous nous sommes comportés avec la Chine, nous nous comportons toujours aujourd'hui envers la Chine, comme si nous espérions qu'en donnant des gages, en donnant des signes, nous allions la pousser à s'ouvrir à son tour de manière très large, à s'ouvrir à nos règles, à s'ouvrir à nos produits, à s'ouvrir à nos valeurs, à s'ouvrir au fond au modèle que nous prétendons défendre. Cette naïveté confondante, elle est encore très ancrée. Et elle ne pourra être vaincue que par une forme de rupture assez profonde, une rupture dont, je le disais, la crise d'aujourd'hui est une occasion concrète. Alors oui, je pense qu'il est absolument fondamental que les citoyens dans nos pays soient conscients de ces enjeux et que le travail que vous faites avec vos élèves, par exemple, est un aspect fondamental. Pardonnez-moi si les sirènes couvrent un peu le bruit de ma voix. Il est clair. On va laisser passer le convoi, pardon. Il est clair que l'enjeu est fondamental d'une prise de conscience des citoyens de nos pays, mais aussi d'une forme de rupture à l'intérieur de notre propre pratique institutionnelle pour permettre effectivement aux aspirations déjà présentes des citoyens français d'être traduites en actes dans les institutions, par exemple nationales ou bien internationales. Mais je me permets de dire que ce n'est pas un problème européen seulement, c'est un problème aussi français. Ce ne sont pas seulement les institutions européennes qui résonnent de cette manière-là. La France a été l'un des pays pionniers dans cette espèce de tentative ou de tentation, je ne sais pas quel mot employer, d'amadouer la Chine et de trouver à court terme des profits dont nous pouvions pourtant savoir qu'ils allaient à long terme nous coûter cher en termes d'indépendance, en termes d'autonomie stratégique et bien sûr en termes du coup de crédibilité dans les bras de fer géopolitiques qui ne peuvent pas ne pas s'engager demain. La question de savoir comment opérer cette prise de conscience est une question importante. Moi personnellement, je ne crois pas que la crise actuelle, je ne crois pas que la crise actuelle soit voulue par un petit nombre de personnes qui ont choisi de précipiter nos pays dans l'abîme de manière explicite et volontaire. Je pense que nous vivons la fin d'un cycle très profond. Je suis d'accord avec vous pour dire que la crise que nous vivons n'est pas un accident. Ça, c'est une certitude. Elle n'est pas un échec. Elle est au contraire la réalisation d'un mouvement de très grande ampleur. Mais ça n'est pas un mouvement qui serait orchestré par un petit nombre de personnes. C'est un mouvement qui est le résultat de l'élan de tout ce qu'on pourrait appeler fondamentalement la modernité européenne, la modernité occidentale. Je pense que, je reviens vers Vincent Badré, je pense que la crise éducative que notre pays connaît aujourd'hui et qu'il mesure comme moi et sur laquelle vous avez aussi, Vincent, beaucoup travaillé, je pense que cette crise éducative n'est pas un accident. Je pense qu'elle est le résultat d'une vision de l'éducation, d'une rupture de la transmission qui est la conséquence de tout le grand mouvement de la modernité occidentale
Et au fond, nous vivons d'une certaine manière l'accomplissement de la modernité, sa réussite la plus parfaite, qui ne pouvait être qu'une crise globale, parce que la modernité est critique dans son essence. Cette crise globale que nous vivons n'est pas un accident, et vous avez raison de le dire, c'est un aspect fondamental. Cette crise globale, elle est le résultat de ce mouvement de longue haleine. Maintenant, nous voyons bien que cette crise, elle suscite, avec le risque de l'effondrement, la possibilité du sursaut, ce que je disais tout à l'heure, et ça peut paraître théorique, mais j'ai le sentiment que c'est en même temps extrêmement concret. On voit bien qu'aujourd'hui, les Français ont conscience que nous vivons sur un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui ne leur donne plus les moyens d'agir sur leur destin. Prenez la question de la sécurité, de l'ordre public, du rétablissement de l'autorité de l'État. Prenez la question de la faillite éducative que notre pays connaît. Aujourd'hui, nous sommes obligés de sortir du déni de réalité. C'est une chance que, paradoxalement, la crise soit devenue si tangible que plus personne ne puisse nier la réalité de l'échec dans laquelle nous sommes collectivement placés. La question de la dette et la question de l'équilibre de nos finances publiques, sur tous ces sujets-là, personne ne peut échapper à un constat objectif qui s'impose aujourd'hui à nous tous. Et je crois que cette expérience historique, ce moment qui nous est donné de vivre, est un moment, je le disais, particulièrement exigeant, mais qui est aussi une occasion de réagir. De mon côté, Olivier me posait la question tout à l'heure, j'ai effectivement partagé avec notre groupe la première version du rapport que j'ai écrit sur l'avenir de la droite européenne, par exemple. Le seul fait que ce travail ait été lancé est le signe que nous avons aujourd'hui une occasion de réagir, parce que nous avons conscience que nous sommes à un niveau de fragilité qui nous oblige à repenser notre action et notre engagement. Et ce texte, je l'ai concentré sur 4 axes très clairs. Nous vivons un moment de crise globale qui nous impose non pas seulement d'être des fondateurs ou des conservateurs, mais d'une certaine manière de tout faire pour sauver ce qui doit être transmis aux générations qui viennent. Au fond, nous sommes dans un moment je crois, d'urgence qui nous impose non seulement de préserver, de conserver, mais qui nous impose d'aller sauver littéralement, sauvegarder ce qui doit l'être pour que la vie reste possible dans le monde de demain et une vie qui soit encore une vie authentiquement humaine dans nos sociétés pour l'avenir. Sauver d'abord la nature, c'est le premier axe que j'ai développé, c'est-à-dire non seulement l'environnement, mais la nature, non pas seulement les conditions extérieures à la vie humaine, mais aussi la condition humaine elle-même, sauver la vie humaine de la menace de la destruction, mais aussi de la tentation de l'augmentation, et ça je crois que c'est l'un des grands défis, l'un des défis majeurs qui nous attend pour demain, c'est le premier point. Deuxièmement, sauver la culture, sauver ce qui fait la possibilité de notre vie en commun, à travers une civilisation partagée, au plan européen en particulier, être capable de construire une Europe qui sache nommer ses racines et défendre son mode de vie, c'est faire face évidemment à la question migratoire, pour être extrêmement concret, faire face à la question migratoire non seulement à partir de l'exigence d'humanité, tout à fait logique, qui nous attache aux droits de la personne humaine, quelle qu'elle soit, mais en même temps de prendre en considération la stabilité de nos sociétés et la capacité de nos sociétés à reconstituer le lien qui devrait les unir à l'avenir, la capacité de nos sociétés à partager un mode de vie commun, une manière de vivre commune fondée sur une civilisation, ce qui suppose effectivement de maîtriser nos frontières, de défendre nos frontières et de reconduire systématiquement tous ceux qui auront tenté d'entrer illégalement sur le sol européen. Et c'est, je crois, au nom de cette culture commune que nous devons avoir conscience de la nécessité de retrouver un équilibre sur ces sujets fondamentaux et donc une capacité d'agir. Sauver la nature, sauver la culture, sauver les conditions d'une prospérité partagée, ce qui veut dire repenser notre modèle économique à partir de ce que j'ai eu l'occasion de développer jusqu'ici, d'une subsidiarité mieux pensée en particulier. Et puis enfin, sauver les conditions même de la politique, parce qu'au fond, c'est le sens de ce que nous partageons qui est aujourd'hui ébranlé, c'est le sens du bien commun. Sauver la possibilité même d'une action commune à travers la politique. Voilà les 4 grands axes que j'ai mis en avant dans ce texte pour refonder l'action de la droite européenne. Il arrive souvent que la droite soit décrite comme conservatrice. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller d'une certaine manière au-delà du conservatisme parce que quand vous êtes dans un monde en crise, il n'y a d'une certaine manière plus rien à conserver seulement. Il y aurait une grande erreur dans l'idée de conservatisme si elle voulait dire, si elle était entendue, en tous les cas, il y aurait un grand malentendu
si l'idée de conservatisme était reçue comme la volonté de figer les choses en l'état. Je ne veux pas figer les choses en l'état. Nous vivons un effondrement et nous devons tout reconstruire, nous devons relever le pays dont nous héritons. Et ce relèvement, il passera par une action très énergique pour mettre fin à toutes les erreurs commises depuis quelques décennies qui nous ont conduits dans cette faillite collective. Si l'idée de conservatisme impliquait une forme de volonté de figer les choses dans l'état où elles sont, il y aurait là évidemment un malentendu considérable. Peut-être l'Europe a connu des périodes de fondation, elle a connu sans aucun doute des périodes de conservation. Elle doit connaître aujourd'hui un moment de sursaut collectif, et c'est vrai évidemment de l'Europe, mais c'est vrai aussi de la France. Vous me demandiez quelques pistes de réponses précises, et Olivier, vous m'aviez interrogé sur ce document. Voilà quelques pistes que j'ai essayé de développer dans ce texte de refondation. Très intéressant. Merci infiniment, monsieur le député. Simplement, je voudrais laisser la parole à Olivier. Je salue la présence de mon collègue pasteur Dimitri Mfoutou. Je voudrais laisser la place sans plus tarder à 3 personnes, à Bruno de Saint-Chamas, à Jonathan Renaud, qui en principe sont démutés, et peut-être pour une 3e intervention, tu auras le temps, je pense, Philippe de Saint-Germain, pour une conclusion sous forme de conclusion. Voilà, si tu peux, ça serait super. La parole est tout de suite à Bruno de Saint-Chamas. Bruno, il faut qu'il active son micro, c'est lui qui doit le faire. Voilà. Je serai obligé de vous quitter vers 19h45. Parfait, ne t'inquiète pas, tu interviens. Alors, écoute, tu interviens juste après peut-être Bruno de Saint-Chamas. Bruno, la parole est à toi. Bruno, si tu peux démuter ton micro. C'est bon, il est démuté, c'est bon. Oui, non, mais allô, tu es avec nous, Bruno? Sinon, oui. Jonathan. Je suis avec vous, mais j'ai rien à dire. Super. Alors... Vas-y. Super, ben, c'est un miracle, tant mieux, ça fait vraiment plaisir. Mais j'ai rien à dire. Tant mieux. Écoute, alors, et je remercie François-Xavier. Voilà. Ça fait plaisir, tu as des très belles lunettes, ça nous fait plaisir. Jonathan, merci. Mon cher Jonathan Renaud, c'est à toi. Mon cher Jonathan Renaud, je pense que tu ne manqueras pas de rebondir sur tous ces propos qui ont été dits. Jonathan Renaud? Mais il est où, Jonathan? Il est parti, je crois. Alors, vas-y, Olivier, je pense que tu peux réagir sur un petit peu pas mal de questions qui ont été posées. Nous avons Claudine Cardot, nous avons avec nous quand même d'autres personnes. Donc, si vous ayez la liberté, hein, si vous voulez, Hélène de Bonnefoy, qui est ici, il y a Sixtine aussi, je vois Sixtine aussi. Donc, mes chères dames, la parole est à vous aussi. Si vous voulez intervenir, simplement levez la main. Voilà, sinon je laisse la place tout de suite, sans plus tarder, à Philippe de Saint-Germain, s'il vous plaît. Philippe? Oui, c'est à moi. Bon. Alors, c'est à toi, mon cher Philippe. Oui, je ne voudrais pas prendre la parole trop longtemps si François-Xavier doit nous quitter là. Oui, on a Sixtine après qui a une question, si on peut la démuter, mon cher Olivier. Tu peux parler un peu plus fort, Philippe? Oui. Avec tes 2 poumons, Philippe, s'il te plaît. Rapproche-toi du micro, tes 2 poumons. Bon. La foi et la raison, hein, les 2 poumons. Oui, non, moi j'avais prévu de reprendre un peu les grands points que François-Xavier nous a laissés pour nous aider à penser la subsidiarité et la manière dont la subsidiarité, une société subsidiaire peut répondre aux éléments de crise politique que nous subissons aujourd'hui, que ce soit à l'égard des institutions, notamment en France, que ce soit à l'égard de l'Europe, qui est une très bonne illustration de la perversion avec laquelle la subsidiarité est pensée aujourd'hui, puisqu'on la pratique à l'envers, et puis dans notre rapport au monde, qui est une manière d'agir comme si le monde lui-même, le réel, n'existait pas. Ça, c'est une des grandes préoccupations du pape François aujourd'hui, d'agir comme si le réel n'existait pas. C'est parfaitement rappelé dans sa dernière encyclique, et dont on répond au monde qui n'existe pas en fixant des normes. Bon, en fixant des normes, on croit pouvoir reconstruire le réel. Et la réponse d'une société subsidiaire, c'est une société qui est en bonne santé,
qui ne cherche pas à s'adapter au monde, mais à agir sur le monde en rétablissant la politique, c'est-à-dire cette manière de redonner aux citoyens des pouvoirs d'agir, c'est-à-dire de mesurer les fruits de leurs décisions, de leurs pouvoirs, de leurs actions. Et ça, c'est le meilleur moyen de rétablir aussi, de façon plus générale, l'espérance politique qui a déserté de plus en plus la grande majorité de nos citoyens. Donc nous avons là un axe, une confirmation de l'axe de réflexion et de proposition qui est le nôtre pour jouer notre rôle et de servir le bien commun. Donc merci François-Xavier de nous avoir donné cet éclairage. Nous allons poursuivre nos travaux dans cette direction. Merci. Merci, merci. Alors, la parole est à toi, ma chère Sixtine Poli. Oui, excusez-moi, c'est le prénom de ma fille en fait, c'est Béatrice. Bonsoir, merci François-Xavier. Sixtine, hein, c'est aussi joli, Sixtine. Hein. Oui, merci beaucoup François-Xavier pour votre magnifique plaidoyer sur la subsidiarité qui est un principe qui nous est cher. Vous dites que nous vivons sur un modèle qui ne fonctionne plus, mais les États membres nous conduisent toujours plus vers un fédéralisme européen. On l'a vu avec le grand emprunt européen. Ceci nous éloigne de cette subsidiarité qui nous est chère et qui pourrait permettre de rétablir un meilleur équilibre voilà, au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Quelle est la position du Parlement européen face à cette tendance et en particulier de la droite européenne ? Merci, merci, chère Béatrice. Alors, juste peut-être, Olivier, une dernière question. Quelle est la question qui te semble véritablement, qui n'a pas été posée? Non, et puis, on va terminer avec cette question avant de faire une conclusion. Quand François-Xavier décrit le millefeuille des administrations, ça paraît tellement évident qu'on aurait envie de penser que tout le monde est d'accord pour bouger ça, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour quelle raison ? Est-ce que tout le monde ne vit pas, il n'y a pas qu'à Versailles, mais dans toutes les communes, on doit vivre cet empilement et ces problèmes de coïncidence de calendrier ou de problèmes de perte de temps avec tous ces échelons. Si c'est vécu comme ça, comme vous le dites, un peu partout, ça devrait déclencher un mouvement fort, non ? Oui, tout le monde le vit. Alors, pourquoi est-ce que ça ne provoque pas de réaction plus forte? D'abord, il y a vraiment une réaction, puisque globalement, le diagnostic est posé. Aujourd'hui, la réponse qui lui a été apportée a été paradoxalement de créer de nouveaux échelons. Et on a dit, oh là là, il y a trop de collectivités, donc il faut les regrouper, par exemple. Donc, on a fait les intercommunalités, ou bien on a incité les communes à fusionner, parce que c'était une manière, pensait-on, de remédier à cette dispersion. On a fusionné les régions pour faire de grandes régions, parce qu'on pensait qu'il y en avait trop. Moi, je crois que c'est exactement la mauvaise réponse. D'abord, ces fusions ne conduisent à faire aucune économie. Quand on fusionne deux régions, on se rend compte qu'on crée des emplois publics en plus et qu'on crée de la dépense supplémentaire. À l'inverse, au contraire, on n'économise absolument rien. On ne fait en fait qu'une seule chose, qui est éloigner la décision publique du citoyen. Si vous regardez bien, depuis 10 ans, toutes les réformes institutionnelles ont éloigné la décision publique du citoyen. On a fusionné des communes, ce qui est assez violent pour beaucoup de citoyens. Moi, ma famille vient de Loire-Atlantique, notre commune a fusionné. Donc, vous aviez Arthon-en-Ré et Chéméré. Ces deux communes existaient, encore une fois, je le disais, ce sont des paroisses de l'Ancien Régime, c'est des noms qui existent depuis l'Empire romain. Le nom de Arthon-en-Ré vient du latin artus, qui existe déjà documenté à l'époque romaine. Là, on a dû inventer le nouveau nom d'une nouvelle commune qui n'existait pas. On a vu des gens voler les panneaux de signalisation avant qu'ils soient remplacés pour pouvoir garder le souvenir du nom de leur village. Et je crois que c'est un geste réflexe particulièrement évocateur. Et en fait, en réalité, il n'y a aucune économie qui a été réalisée. Les deux administrations ont simplement fusionné, ça crée seulement des doublons. L'État a donné une prime à la nouvelle commune parce que fusion de communes, donc on a, pour inciter les villes à fusionner, on leur donne de l'argent supplémentaire quand elles l'ont fait. Donc du coup, cette nouvelle commune s'est mise à faire des dépenses supplémentaires qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'étaient motivées que par le fait qu'il y avait de l'argent en trop.
Et en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus qui décide. Ils ne connaissent plus leur maire, ils ne savent plus qui il est. Il est de l'autre village, parce que rien n'a changé, en fait, de ces défiances historiques. Et au fond, on a une forme de dispersion de la responsabilité, d'éloignement de la décision publique sans avoir aucune efficacité supplémentaire. On a fait des fusions de communes, on a fait des intercommunalités auxquelles les gens ne comprennent rien, qui pourraient avoir un sens pour faire des économies d'échelle, mais qui sont devenues, elles aussi, des entités à elles seules. On a fait, pour la parité dans les cantons, on a fusionné les cantons. Donc les cantons, le nombre de cantons a été divisé par 2, pas le nombre d'élus, le nombre de cantons seulement. Avant, vous aviez chaque élu pour un canton. Maintenant, vous devez vous présenter avec un couple, homme-femme. Là, pour le coup, il faut qu'il y ait diversité pour pouvoir être élu dans un canton. Mais du coup, les cantons sont devenus 2 fois plus grands. On a fusionné les régions. Et les régions, là aussi, ne correspondent plus à des réalités historiques. Elles sont devenues des entités administratives très éloignées des citoyens. Et puis, on va revenir à la question du fédéralisme juste après. Donc, en fait, depuis des années, on ne fait rien d'autre qu'éloigner la décision publique du citoyen. Et moi, je suis absolument convaincu que la crise des Gilets jaunes, elle a aussi son origine là-dedans. Moi, il me semble qu'il aurait fallu faire exactement l'inverse, parce qu'on a créé des collectivités supplémentaires sans jamais avoir le courage d'en détruire. Il faut supprimer des niveaux de décision. C'est évident, il faut supprimer des niveaux de collectivité. Et il faut le faire d'autant plus que, bien sûr, le problème est que à la fin, si on continue d'empiler ces strates, on paralyse l'action publique. Moi, je serais pour rompre avec la logique, je le disais tout à l'heure, du big is beautiful. Je pense que plus on est près du terrain et plus on a de chances d'être au contact des aspirations des citoyens. Et par conséquent, de ce point de vue-là, la subsidiarité est précisément l'échelle qui devrait pouvoir nous guider. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait jusque-là? Eh bien parce que, vous savez, Spinoza dit que la grande maxime de l'existence, c'est ce qu'il appelle le conatus, c'est que tout être a tendance à persévérer dans son être. Dans le langage des humains, ça s'appelle l'instinct de survie. Et en fait, ce qui est vrai pour les individus est vrai aussi pour les communautés, est vrai pour les collectivités, est vrai aussi pour les structures. Si vous créez une structure, elle devient sa propre raison d'être et elle cherche mécaniquement à persévérer dans son être. Il y a évidemment des questions d'intérêt personnel là-dedans, mais il y a aussi, j'en suis sûr, une loi qui régit les structures. Alors, vous créez une intercommunalité, l'intercommunalité va vouloir déborder le champ de ses compétences et s'occuper de tout. Elle va vouloir persévérer dans son être, c'est-à-dire s'étendre dans son être et se trouver de plus en plus de raisons d'exister. Et il faut d'ailleurs, c'est le grand travail d'un élu local, je crois, ce n'est pas d'abord de lancer des nouveaux projets, mais de réussir à restreindre ce qui doit l'être pour se concentrer sur l'essentiel. Sur la question du fédéralisme, ce n'est pas les États membres qui poussent au fédéralisme. Je voudrais préciser les choses. La plupart des États membres, d'ailleurs, sont très peu fédéralistes, parce qu'en réalité, le fédéralisme consiste pour eux à se déposséder de leurs compétences. Et précisément, je reviens au conatus, les États membres cherchent à persévérer dans leur être. Non, il y a en fait une propension fédéraliste des institutions européennes elles-mêmes. De ce point de vue-là, le Parlement européen est beaucoup plus fédéraliste que ne le sont les États membres, beaucoup plus. Le Parlement européen est beaucoup plus fédéraliste que le Conseil. Et le Conseil passe son temps à lutter contre la propension du Parlement à s'arroger des compétences qu'il n'a pas. Et puis, il y a, de manière ponctuelle, des responsables politiques européens qui sont animés d'un projet fédéraliste. Et l'un d'entre eux, c'est celui que nous avons élu. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et à rebours de l'histoire, d'ailleurs, parce que globalement, le projet fédéraliste est devenu un rêve périmé que plus personne ne partage en Europe, Emmanuel Macron, lui, qui apparaissait comme le nouveau monde, est en réalité le dernier reste de ce vieux monde où on croyait encore que l'Europe devait devenir une sorte de super-État qui allait remplacer les États. C'est exactement ce que pense Emmanuel Macron. Et c'est ce qu'il essaye d'imposer depuis le début de son mandat à travers l'idée d'un budget européen. Le budget européen ou le budget de la zone euro avait été... son mantra depuis son élection avait été écarté par les chefs d'État et de gouvernement européens de manière systématique depuis 2017. Mais à la faveur de la crise du coronavirus, Emmanuel Macron, il faut reconnaître, avec une virtuosité incroyable, a réussi à imposer son projet à des États qui pourtant ne le partageaient pas du tout. Je pense en particulier à l'Allemagne et aux pays nordiques qui étaient résolument opposés à cette idée. Emmanuel Macron, soutenu par l'Italie et par l'Espagne qui avaient besoin d'argent frais,
a fait adopter cette idée à l'Allemagne et ensuite a obligé les pays du Nord à plier, et notamment la Hollande qui a été la dernière le dernier carré à résister, ce qu'on a appelé les frugaux. Mais c'est vraiment, au fond, c'est vraiment une victoire d'Emmanuel Macron, il faut le reconnaître, hein, c'est indéniable. Il a réussi à imposer son narratif alors que personne n'en voulait. Maintenant, je crois que c'était la grande idée que l'Europe allait progresser de crise en crise parce qu'elle allait être obligée de se réinventer au-delà des pesanteurs des traités et surtout au-delà des pesanteurs que la démocratie lui impose, parce qu'en réalité, les citoyens ne veulent pas du projet fédéraliste. Cette idée-là, elle est vouée à aller dans le mur d'une manière extrêmement violente. On a réussi à créer un emprunt européen, mais on ne sait même pas comment on va le rembourser. Et je pense qu'il y a évidemment dans cet emprunt européen la source de beaucoup de discorde, de beaucoup de difficultés, de beaucoup de tensions à venir, et potentiellement d'ailleurs d'une fracturation assez historique de l'Union européenne. J'espère que paradoxalement, on pourra sauver l'idée d'une alliance entre les pays européens dans la mondialisation, de la catastrophe que va produire en termes de défiance collective l'effondrement du projet fédéraliste et les coûts qu'il représentera. Je pense que ce sera d'ailleurs un point d'équilibre fondamental pour nous, politiquement, à tenir dans les années qui viendront, tenter de montrer que nous avons effectivement besoin de travailler ensemble en Europe pour faire valoir ce que notre civilisation nous a laissé en héritage, pour faire valoir les principes qui en sont issus, les valeurs que nous devons défendre. Nous avons besoin de travailler ensemble pour défendre nos intérêts. Mais que cette aspiration-là, elle doit réussir à survivre à tout ce que créera de difficultés et de troubles l'effondrement de ces illusions fédéralistes à travers en particulier ce projet d'emprunt européen. Voilà, merci encore en tous les cas pour votre accueil. Merci infiniment pour cet Merci, échange. monsieur le député. Un énorme merci, monsieur le député. Vraiment, c'était une super soirée, plus de 50 personnes. Vous avez explosé en tout cas le baromètre. Laissez la place sans plus tarder à monsieur Ludovic Trollet, le président de l'IEPM, donc pour une conclusion, mais aussi quelques informations quant aux futurs événements. Et je salue au passage André de Thillois qui est élu dans le 8e arrondissement. Donc, merci à chacun, chacune d'avoir participé. Il nous reste quelques petites minutes. Voilà, l'antenne est à toi, Ludovic, pour une conclusion. Oui, non, et puis éventuellement… Ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est juste pour remercier donc, François-Xavier d'avoir participé à cet échange, je pense, en amitié. Parce que je pense que c'était important effectivement de l'entendre justement sur ce projet, sur cette refondation. On parle de relance et je pense que la relance elle va se faire par les idées, par justement un projet politique nouveau. Et je pense qu'on a vu aujourd'hui et on voit la lecture de ce projet se profiler. Nous, forcément, on participera à cette réflexion et donc on est prêt donc, à aider tous ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie. Voilà, donc c'était juste une petite conclusion sur la société subsidiaire, parce que je pense que ça sera forcément au cœur de cette réflexion quelque chose qu'il faudra apprécier. Donc simplement vous donner rendez-vous pour les prochaines rencontres de l'Institut Montalembert, donc mi-novembre, avec le professeur Emmanuel Hirsch qui va intervenir sur le projet de loi bioéthique. Et ça sera, je pense, un moment aussi intéressant parce que c'est des sujets qui nous préoccupent aussi dans l'actualité. Et au mois de décembre, on a un projet d'accueillir Grégoire Pupin qui va travailler et qui va nous présenter son dernier livre sur l'objection de conscience. François-Xavier devait partir à 45. Donc oui, pardon. Voilà, donc merci encore François. Merci, au revoir. D'avoir participé, donc, et à très bientôt donc, pour continuer à échanger et à travailler ensemble. Merci. Merci à tous, merci encore. Merci, bonne soirée à chacun, à chacune, bonsoir à toutes et à tous. Et à bientôt. C'est quelle date, excuse-moi, j'ai complètement oublié Ludovic parce que les gens sont étourdis, ils n'écoutent pas. Ça sera a priori le 15 novembre, le prochain rendez-vous du Web Cercle. Alors en présentiel, parce que Emmanuel Macron va nous donner l'autorisation pour pouvoir nous réunir quand même d'ici là. Et on aimerait bien. Heureusement, on a eu la chance de pouvoir organiser un dîner du réseau Montalembert lundi. On l'a échappé belle. On a échappé belle, effectivement. Et effectivement, c'est vrai que c'est dommage qu'on avait relancé une dynamique, on avait réussi à réunir
Mais le présentiel nous manquait tellement. Ouais. Là, en différentiel, ça va être difficile, mais c'est mieux que rien. Donc, super. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Ah oui, Patrick. c'est juste un petit sujet, c'est-à-dire que c'est important. Vous allez tous recevoir les prochains jours la campagne de réadhésion, c'est important, parce que sinon on prépare effectivement à partir de maintenant les adhésions pour 2021. Donc, si vous voulez continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à reprendre votre adhésion pour pouvoir justement bénéficier de toutes ces rencontres de manière privilégiée et tous les autres événements qu'on est en train de construire. Et surtout, vous allez voir effectivement un travail de production intellectuelle qu'on est en train de finaliser avec Philippe de Saint-Germain. Voilà, donc à très bientôt. Merci à chacun et très belle soirée à tous.